Bonjour et bienvenue dans la semaine de l'écho. Une reprise fragile dans une Afrique à deux vitesses. C'est ce que prévoit le Fonds monétaire international. Ébranlé par la guerre en Ukraine, les suites de la pandémie de Covid-19 ou l'insécurité au Sahel, les économies du continent devraient connaître une reprise fragile avec de fortes disparités d'un pays à l'autre. Comment entreprendre et commercer dans ce contexte? On en parle dans un instant avec nos invités. À l'heure où la Chine célèbre les 10 ans de ses routes de la soie et sur fond de tensions avec l'ancienne puissance coloniale, quelle place pour les entreprises françaises en Afrique et pour les entreprises africaines dans l'Hexagone? Cette semaine, patrons et ministres du continent se sont succédés sur la scène d'Ambition Africa à Paris. Quel bilan tiré de ce forum? Analyse à suivre. Enfin, pourquoi faut-il investir en Afrique alors que de plus en plus d'États africains souffrent de la hausse des taux d'intérêt pratiqués par les banques centrales de pays développés et peinent à honorer leurs créances? Quels défis pour les investisseurs et quelles opportunités, notamment dans la transition écologique? Réponse dans un instant. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Christine Logbo-Kossi, directrice générale de la Chambre des mines de Côte d'Ivoire. 4% de croissance en 2024 contre 3,3% prévu cette année. La reprise économique s'annonce fragile en Afrique. Prévision du Fonds monétaire international, guerre en Ukraine, pandémie de Covid-19, crise du coût de la vie, crise politique et sociale. Les menaces qui planent sur l'économie sont nombreuses. Dans ce contexte, comment entreprendre et développer ces activités? Je me tourne tout d'abord vers vous, Christine Logbo-Kossi. Vous représentez les entreprises privées dans le secteur des mines qui œuvrent en Côte d'Ivoire. Pour l'heure, le secteur représente 4% de la richesse nationale. Après le cacao, le secteur des mines peut-il devenir un deuxième pilier de l'économie ivoirienne et à quelles conditions? Bonjour Karina, merci beaucoup pour l'invitation. C'est l'ambition affichée de notre président de la République, le président Alassane Ouattara, de faire du secteur minier un deuxième moteur pour notre économie après l'agriculture depuis le retour des indépendances. Les tendances ou les chiffres de cette dynamique sont perceptibles aujourd'hui, 8 ans après la révision du code minier de notre pays. Nous avons de plus en plus d'acteurs présents dans le pays. Nous comptons 14 mines aujourd'hui, dont 10 en or, 4 dans les métaux de base, près de 20 000 emplois directs, multipliés par 5 comme emplois indirects, pour un chiffre d'affaires qui avoisine un peu plus de 2,3 millions d'euros. Donc la dynamique est belle, elle est bien lancée, et les conditions pour poursuivre cette dynamique, je dirais, c'est véritablement d'intensifier donc la connaissance géologique. La Côte d'Ivoire reste encore l'un des pays les moins explorés dans l'Afrique de l'Ouest, et surtout d'attirer davantage d'investissements, aussi bien étrangers que nationaux, et avoir le maximum d'acteurs présents dans le pays. Et comment faire profiter les Ivoiriens? Comment éviter le piège de la fameuse malédiction des matières premières qui ne profitent qu'à une élite et pas à l'ensemble de la population? Je dirais qu'en Côte d'Ivoire, nous avons la chance d'arriver quasiment à la fin de cette dynamique économique de ce pays. La Côte d'Ivoire, comme je disais, reste l'un des derniers pays en Afrique de l'Ouest les moins explorés. C'est toute une opportunité qui arrive. Et justement, comment éviter cette mauvaise tendance? En 20 ans, le pays a formé des Ivoiriens à toute la chaîne d'activité minière. Vous avez de plus en plus de nationaux à des postes de décision, de postes de responsabilité. Le pays promeut aujourd'hui l'investissement national dans les sociétés, ce qui fait que vous pouvez avoir plus d'acteurs, plus d'entrepreneurs, plus de travailleurs dans le secteur. Le cadre réglementaire est davantage attractif. Le ministère a annoncé une révision prochaine de son code minier pour pallier aux éventuelles insuffisances 10 ans après. C'est-à-dire ? Alors, les pratiques environnementales, la lutte contre l'orpaillage clandestin, ou en tout cas la dynamisation de l'artisanat minier, qui est l'apanage des nationaux, la place des femmes dans ce secteur-là, toutes les pratiques de bonne gouvernance, de transparence et de développement durable sont autant de mesures qui faciliteraient le développement de ce secteur. On va y venir, mais restons sur l'investissement. La Côte d'Ivoire a lancé plusieurs programmes d'investissement pour notamment transformer le cacao, qui jusqu'à présent était transformé à l'étranger. Est-ce que quelque chose de similaire est prévu pour le secteur minier ? Au retour de la crise sociopolitique, la première des choses était d'assainir le cadre réglementaire, ou du moins de le moderniser de telle sorte à ce que les acteurs puissent disposer d'un cadre d'opération facile et, j'ai envie de dire, pratique.
ce qui a été fait, avec un code beaucoup plus attractif, beaucoup plus opérationnel. La nouvelle dynamique qui arrive, 2023, je pense jusqu'à 2030, avec la reconduction de notre ministre, M. Sangafowa Coulibaly, devrait permettre d'attirer davantage d'acteurs et surtout d'avoir plus d'investissements et dans la connaissance géologique, comme je dis, comme dans la connaissance de la présence des métaux stratégiques, comme les différents métaux précieux, et surtout d'attirer plus de nationaux dans ce secteur d'activité. Christine Logbok aussi, une course aux matières premières dites critiques est lancée. La Chine, elle est plutôt en pointe. Comment justement mieux encadrer l'extraction et la production de métaux critiques et justement faire en sorte que les Côte d'Ivoire contribuent davantage à la chaîne de valeur? Alors, nous sommes d'abord un pays, pour l'instant, aurifère, comme je le disais. Qui produit de l'or? On produit essentiellement de l'or, 10 mines d'or sur 14. Et les 4 autres entreprises sont des entreprises qui produisent du manganèse, de la bauxite et du nickel. Nous avons des projets avancés dans le lithium et 2-3 acteurs qui se signalent dans le cobalt. Donc, sur la question de la production des métaux stratégiques, j'ai envie de dire, c'est vraiment la deuxième phase de la diversification des produits miniers dans notre pays. Cependant, quand on regarde un peu la dynamique du pays, au regard de la région, de la sous-région dans laquelle nous sommes, nous avons bon espoir de penser que des nationaux ou des internationaux pourront davantage améliorer cette connaissance et davantage prendre part à la production de produits pouvant aider à l'efficacité énergétique. Qu'est-ce qui est prévu pour rendre plus respectueux le droit des travailleurs, pour les communautés locales, aussi plus de transparence dans les contrats? Alors, nous avons cette année, en tant que groupement privé, initié la rédaction et la signature d'une convention collective visant à garantir le bien-être et le cadre de travail des employeurs. C'est fait en co-partenariat avec la Fédération des travailleurs. On était vraiment sur une dynamique de co-construction. Et nous avons cet outil qui a été reversé à l'État de Côte d'Ivoire, ce qui permet de garantir et d'encadrer les relations entre les employés et les travailleurs, entre les employeurs et les travailleurs. La deuxième chose, c'est que nous initions et nous espérons mettre prochainement sur le marché un fonds d'investissement qui permettra dans un premier temps aux travailleurs ou aux personnes intéressées par le secteur minier d'avoir des prises de participation dans la fourniture d'entreprises de biens et de services, mais pourquoi pas dans la prise de participation dans des projets miniers, soit en phase de recherche, soit en phase de production. Parce que pour l'instant, ces catégories de la chaîne de valeur sont encore réservées à des non-nationaux ou sont pratiquées par des non-nationaux. Cela aussi permettrait d'accompagner l'artisanat minier qui est prévu et exclusivement réservé à des nationaux dans nos textes. L'autre chose, c'est la valorisation de la place de la femme dans la chaîne de valeur. On va en parler un peu plus tard, excusez-moi. J'ai une autre question à vous poser, ça concerne l'orpaillage illégal, qui est un fléau pour la filière. Comment le limiter, comment lutter contre? Il y a eu un plan de rationalisation de l'orpaillage clandestin qui avait été mis en place entre 2016 et 2018, qui a consisté essentiellement en de la répression, par la suite par de la formation, par la société de développement minier qui s'appelle la SODEMI, qui a mis en place ce qu'on a appelé les chantiers écoles. Il y en a eu 12 qui ont permis à des Ivoiriens d'être formés à la pratique et à la connaissance géologique et à l'extraction. Par la suite, ces personnes ont été identifiées et ont eu des autorisations d'exploiter soit des entreprises semi-industrielles, soit des projets artisanaux. Tout ça, normalement, devrait conduire le pays à aller vers une formalisation et une intensification de plus d'acteurs nationaux dans l'exploitation minière à petite échelle. Bien évidemment, notre pays est un peu plus sécurisé aujourd'hui. Les frontières où il y a des gisements qui sont frontaliers sont beaucoup plus sécurisées. On reste encore le pays qui résiste le plus à toutes ces menaces terroristes. Donc, la politique sécuritaire agressive qui est mise en place permet, en tout cas, de juguler cet orpaillage dit clandestin ou illégal. C'est la plus grande richesse du continent africain. Oui. Christine Logbok aussi, on en a parlé avec vous. J'aimerais quand même revenir sur la question environnementale. On sait que le processus extractif est particulièrement polluant. Comment le rendre plus propre? Comment le rendre plus propre? Est-ce que c'est une préoccupation en Côte d'Ivoire? Je pense, comme toutes les principales entreprises minières qui opèrent aujourd'hui, les postes de dépenses consacrés à la réhabilitation des environnements impactés, la réhabilitation ou la relocalisation des communautés déplacées arrivent en 3e ou 4e
position dans les grands postes de dépenses après l'ingénierie et la maintenance. Donc oui, on a moins de scandales aujourd'hui. Comment protéger aussi les communautés locales qui parfois justement se plaignent de... Elles sont d'abord intégrées dans la prise de décision en amont lorsque le projet est rendu viablement économique, lorsqu'il obtient son autorisation et lorsque les installations commencent à être construites et quand les populations sont déplacées. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, par exemple, nous avons ce qu'on appelle le Fonds de développement local minier qui est géré de façon autonome par les autorités décentralisées et les représentants des populations, de sorte à ce que les projets communautaires qui sont faits soient faits en accord et en consultation et concertation avec ces dernières. Marc Cagnard, pardon. J'ai une question, si je peux me permettre. Allez-y, très vite. La question pour toi, Christine, c'est combien est-ce que tu parles de 30% sur l'extraction, 30% à peu près des investissements sur la maintenance, et le reste sur comment mitiger, je ne sais pas comment on dit mitiger, hein, le risque environnemental. La question que j'ai, c'est combien vous investissez dans l'humain, dans vos mines? Je pense qu'on doit être de l'ordre de 20 à 22%. Okay. Parce que dans les grands projets, une mine en Côte d'Ivoire, nous sommes sur des tailles moyennes qui vont de l'ordre de 600 à 1800, 2000, si on intègre les sous-traitants. Et aujourd'hui, comme je le disais, on a moins de 6% d'expatriés. Ce qui fait que sur les presque 20 000 emplois directs que vous identifiez, la majorité sont des nationaux et des Ivoiriens. Donc, il y a aussi un bon qualitatif qui a été fait à ce niveau. Je vais terminer en disant que la Côte d'Ivoire, du fait d'être arrivée en dernière position, fait qu'elle peut bénéficier de l'expérience des autres pays, de leurs mauvaises ou leurs moins bonnes pratiques et se concentrer sur ce qui a très bien marché et l'amplifier. Et là, c'est véritablement une avancée pour nous en Côte d'Ivoire. La place des femmes dans le marché du travail est de 16,4% en Algérie, 57,5% en Côte d'Ivoire, 38,6% au Sénégal. Christine Logbok aussi, quelle est la place des femmes dans le secteur minier en Côte d'Ivoire ? Et comment évolue-t-elle ? Écoutez, à l'instar du monde, forcément, en Côte d'Ivoire, on n'a pas beaucoup de femmes dans le secteur. On est de l'ordre de 8%. C'est un bon qualitatif d'il y a moins de 10 ans, on est à 1%. Ce qui est intéressant à remarquer, il y a 4 catégories de femmes dans le secteur minier. Les femmes employées aujourd'hui sont très actives. On a des femmes à tous les niveaux de la chaîne. Il y a beaucoup de jeunes femmes dans les filières scientifiques et nous les encourageons.